Antoine Agoudjian de bien vouloir venir nous rejoindre sur le canapé rouge de VIP. Antoine est photographe. Antoine, bonjour. Il est photographe d'origine arménienne. Vous avez suivi cette première partie d'émission. Avant qu'on en vienne à votre sublime travail, Antoine Agoudjian, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de cette première partie. L'idée n'étant pas de dire c'est bien, c'est pas bien, l'idée étant de dire ce qui a fait écho en vous dans ce qu'a pu dire Denez Prigent. En fait, ce qui fait écho, c'est le rapport au temps. Je dis toujours qu'un peuple qui danse, qui chante, il ne peut pas mourir. C'est le cas des Arméniens, c'est le cas des Kurdes, c'est le cas des Bretons. Je me sens très proche de ce peuple. Je dis peuple à dessein, parce que bon, avant de venir, je me suis un petit peu intéressé. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de similitudes historiques, même avec entre la Bretagne et l'Arménie. Oui. Et l'histoire de ces deux peuples et la manière de chanter, de danser, de produire les de la danses, musique. les pas, ce rapport au collectif, au peuple, quoi, cette espèce de corps qui ne fait qu'un, qui, dans le silence, c'est une métaphore, avance, danse, s'exprime. Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes, et même d'un point de vue historique, parce qu'en fait, un des emblèmes du drapeau breton, c'est l'hermine. Et je me suis un petit peu renseigné en venant, et en fait, l'hermine, c'est son nom latin, je crois, c'est Mus Armenia. Et en fait, il y a même aussi une église qui a été faite pour l'abbé Blaise, je crois, en fait, qui est né en Arménie. Enfin, il y a vraiment, sans même se renseigner, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes entre les Arméniens et les Bretons. Et de liens. Alors, vous êtes tous les deux des hommes attachés à votre terre, attachés à une langue aussi. Vous êtes nés en France, de parents ouvriers dans le textile. La photo, c'est pas venu tout de suite. Hein. C'est venu à l'occasion d'un voyage. Vous voyagez un petit peu aux USA, au Brésil. Puis à un moment, il va bien falloir payer le billet retour. Et donc, vous êtes mis à travailler dans un labo photo. Et c'est là vraiment que vous avez découvert un art qui vous a intéressé, avec une prédilection tout de suite pour le noir et blanc. Et d'ailleurs, vous êtes devenu un spécialiste du tirage en noir et blanc. En fait, à l'époque, c'était l'avènement des labos rapides. Donc, le fait de pouvoir faire des photos, les développer et avoir des tirages très vite, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et puis, il y a eu le tremblement de terre et je suis parti avec un appareil photo pour l'aide humanitaire. 7 décembre 1988, tremblement de terre en Arménie. Et là, vous partez avec une ONG comme logisticien, mais aussi comme interprète. C'est là que vous allez faire vos premières photos. Voilà, c'était vraiment un allié de second plan, quoi. Après l'aide humanitaire, je faisais des photos, mais plus comme un amateur, un témoin. Et en rentrant en France, j'ai un éditeur qui, à ma grande surprise, m'a publié. Parce qu'à l'époque, on n'allait pas, c'était le bloc de l'Est, c'est pas comme aujourd'hui, on peut circuler très facilement. À l'époque, j'étais un de ceux qui avaient pu aller là-bas et travailler sur un long terme. Ça vous a lancé quelque part? Oui, ça m'a. En fait, le fait d'avoir un livre, moi qui avais eu une scolarité très chaotique, avoir mon nom sur un livre, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Donc j'ai voulu refaire ça une deuxième fois. Mais je me suis laissé prendre au jeu de me rendre compte qu'un médium, il peut tout à fait servir à témoigner de ce qu'on voit, mais il pouvait aussi servir à exprimer un univers intérieur, ce que fait Denez avec la musique. Il ne se pose pas la question de la musique. C'est ces sentiments la musique est le prolongement de ce qu'il ressent à l'intérieur. Et moi, c'est pareil pour l'image. La photo, enfin l'image, comme vous dites, la musique, ça a vraiment été, ça a donné un sens et une forme à votre quête, finalement. Ça l'a mise en forme, mais c'est un prolongement de vous-même. Moins une expression, un langage, quoi. Et c'est le prolongement de ce qu'on est au fond de nous. Mais j'ai l'impression que tous les deux, vous allez me dire si vous êtes d'accord, Denez, mais vous faites un peu le même boulot, quoi. Vous immortalisez une certaine mémoire, tout en la renouvelant, comme vous dites très bien, pour qu'elle n'appartienne pas au passé. C'est ce que vous faites finalement avec la musique aussi, c'est prendre de la musique traditionnelle et la rendre vivante. Oui, pour qu'elle vive, tout simplement, qu'elle n'appartienne pas au passé, figée. Oui, la régénérer, oui, c'est vrai, pour qu'elle continue à vivre. Hein. Parce que pour moi, une musique folklorique, pour moi, la musique bretonne est tout sauf une musique folklorique, dans le sens folklorique péjoratif, tel qu'on peut l'employer aujourd'hui, parce que c'est une musique vivante, en fait. Et pour moi, le folklore, c'est quelque chose de figé. C'est comme un animal qu'on a piqué au formol et qu'on pose sur une armoire. Pour moi, c'est figé. Et pour moi, la musique bretonne est tout sauf une musique figée. C'est une musique vivante qui s'invente, se réinvente. Et on y ajoute des instruments nouveaux, on peut aller vers l'électronique, on peut aller vers le rock, vers le jazz. Mais on sait quand même d'où ça vient. Et on garde sa base, on garde les racines, on sait comment les garder aussi.
Alors, Antoine vient de sortir un livre, donc on célèbre, je ne sais pas comment dire, on commémore les 100 ans du génocide arménien, c'était en 1915. Évidemment, s'il y en a un qui pouvait illustrer, faire un livre de photos magnifiques sur le thème de l'Arménie, c'était bien Antoine Agoudjan. Il y a ce très très beau livre, la couverture est très impressionnante, Antoine, qui sort chez Flammarion, Le Cri du silence, trace d'une mémoire arménienne. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des photos, que vous commentiez celles que vous avez envie de commenter, tout simplement. Elles sont d'une grande puissance, et le noir et blanc, vous nous expliquerez pourquoi le noir et blanc d'ailleurs, mais renforce énormément cette impression de puissance. Allez, on regarde les photos avec vous, Antoine Agoudjan. Ce monsieur qui porte cet enfant s'appelle Martin Pachayan, et pendant le tremblement de terre, il a perdu toute sa famille, son épouse et ses 2 enfants. Et je le questionnais parce qu'on a travaillé ensemble, il était traducteur, prof de français, donc évidemment on travaillait ensemble pendant l'aide humanitaire. Et il m'a dit, donc là en 93, la seule chose qui m'a fait tenir, c'est paradoxalement de reconstruire une famille. Donc il a reconstruit ce petit enfant, cette icône, avec cette dame qui a aussi perdu son époux. Comme les victimes du tsunami, en fait. On ne sait pas comment on pourrait réagir dans une tragédie. Ouais. Ah oui, cette photo que je trouvais déjà très très belle en termes de composition, moi, prend un sens totalement différent. Ça vous fait réagir, Denez? Oui, je trouve ça. D'abord, c'est vrai que j'ai vu les photographies sur le site d'Antoine et j'étais vraiment subjugué. Vraiment. Une entre autres, où peut-être on va la voir. Mais... Ah bah vous nous direz quand on la verra alors. Et cette photo-là, Antoine? En fait, c'est la première commémoration des massacres de Sumgait. À la chute du mur, les Arméniens de la région du Karabakh, qui a arbitrairement été donnée par Staline à l'Azerbaïdjan, ont voulu pacifiquement exprimer à leur façon les erreurs de Staline, puisque Gorbatchev parlait des erreurs de Staline, et c'était l'arbitraire de cette région donnée à l'Azerbaïdjan, et dans lesquelles les Arméniens ne vivaient pas bien. Donc c'est la première commémoration des massacres de Sumgait, qui ont eu lieu le 28 février 1988, là on est en 89, un an après. Ah oui, d'accord. Autre photo. Là, on est dans les régions sinistrées, quelques semaines après le tremblement de terre. Une ruine, enfin, il ne reste plus qu'un pan de mur. Qu'est-ce que c'était cet immeuble à l'origine? Je pense que c'était une synagogue ou une église. Oui, j'allais dire une église, moi, quelque chose comme ça, avec ce ciel ombrageux derrière. Impressionnant. Alors, ce monsieur s'appelle Enver Devletli. Enver, ça veut dire État dans la langue turque. Nous sommes en Turquie, dans une région qui s'appelle le Dersim. C'est une région qui a fait non-allégeance en 1915 au pouvoir génocidaire. Et cette région, elle est peuplée de Alevis, de Kurdes Alevis, qui ont protégé les Arméniens. Et lui, c'est un Arménien converti en 1915 qui veut se faire baptiser et retrouver son nom arménien. Son prénom, il s'appelle Assadour maintenant, Devletlian. D'accord, c'est impressionnant le poids que peuvent prendre les photos une fois qu'on a l'explication qui va avec. Qu'est-ce que dit le noir et blanc que ne dit pas la couleur? En fait, le noir et blanc, on est directement dans l'abstraction, quoi. Donc forcément, on peut avoir une image qui n'est pas une image d'une grande, grand degré artistique, mais l'abstraction apporte déjà de la subjectivité. Et moi, j'essaie maintenant avec la couleur, parce que j'ai effectué une exposition en Turquie en 2011, et j'ai voulu créer une rupture avec le fait que j'étais plus dans la mémoire, j'étais dans l'histoire, parce que avec des Turcs, on a fait cette exposition, la première sur la mémoire des Arméniens en Turquie, et c'est à ce moment-là que je suis passé à la couleur. Mais la couleur, une belle couleur peut être aussi dans l'abstraction. Ouais. Après, c'est tout un travail qui est derrière. Juste pour parler de la Turquie, vous avez une expo qui démarre le 22 avril. C'est l'expo d'ailleurs du livre, Le Cri du silence. C'est assez fortiche. J'allais faire une exposition sur le génocide arménien en Turquie et ça n'a été rendu possible que parce que c'est des Kurdes qui vous invitent. En 2011, c'était des intellectuels turcs qui m'ont permis de faire cette exposition à Istanbul. Et là, c'est une municipalité administrée par des Kurdes, opposants à Erdogan, qui m'octroie un lieu magnifique et on organise ensemble l'exposition, ce qui veut dire que je suis quand même exposé par une représentation du pouvoir turc, même si on ne peut pas dire les choses comme ça, parce que c'est des Kurdes. Et on va faire vraiment une très belle exposition, très symbolique, très politique, et voilà, un petit-fils d'Arménien de la 3e génération qui expose en Turquie pour le centenaire. Et peut-être que ce génocide sera un jour reconnu pleinement et grandement. Comment dire, la vérité, ça n'a qu'une définition, une seule. C'est ce qui finit toujours par se savoir. Alors, on regarde des photos. Vous me dites si vous voyez passer celles que vous avez spécifiquement aimées. Alors ça, c'est des Syriaques. C'est la communauté syriaque qui subit actuellement une répression terrible en Turquie. Beaucoup de réfugiés de Syrie sont des petits-fils de rescapés parce qu'ils ont été aussi exterminés, les Syriaques. Et les Chaldéens n'en parlent pas beaucoup. Mais en fait, ils ont été dans le plan d'extermination puisque le génocide arménien était fait pour turquifier au maximum les terres d'Anatolie. Et donc, voilà, c'était un prêtre syriaque.
Alors on regarde encore. Là, on est dans la région du Dersim aussi, c'est un monastère arménien qui date de l'époque médiévale. À peu près de la même époque que la maison de Desprigent. Exactement, exactement. Et c'est une arménienne, la dame, je l'ai appris après. Une vieille dame Vieille dame arménienne convertie à la lévisme. Vous prenez vos photos en faisant poser les gens ou vous les saisissez sur l'instant? Non, il n'y a pas de truc particulier en fait, c'est le rapport entre les gens. Des fois peut-être ils ont envie de poser, c'est une photo, peut-être ça l'est pas. Des fois ils posent pas. Là pareil, c'est un enterrement syriaque. On dirait un tableau, une composition à la Rembrandt, enfin je ne sais pas comment dire, avec cette lumière qui arrive par derrière, ça fait très Rembrandt, non? Je prends le compliment. Oui, non, je ne sais pas, vous réagissez comment? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'était en impression parfois des icônes religieuses. Oui, voilà. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, c'est l'histoire intérieure qui impose de trouver la façon d'exprimer au mieux avec l'émotion. C'est un peu comme la cuisine, il ne faut pas trop intellectualiser. En fait, la cuisine, c'est bon, c'est pas bon. La musique, ça sonne bon, ça sonne pas bon. La photo, c'est un peu pareil pour moi. Une bonne photo, c'est une photo qui vous suit, qui vous poursuit, qui vous touche. Ça s'arrête là. Alors, la question qui tue. Les journalistes ont toujours à un moment, dans une émission, la question qui tue. On vous présente une expo photo d'un Desprigent. Vous êtes capable et vous avez envie de vous dire « je vais composer la musique de cette exposition avec ma musique bretonne, décloisonnée certes, avec tel ou tel instrument arménien ou que sais-je ». C'est quelque chose que vous avez déjà fait déjà ou que vous pourriez faire? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais et après, il nous parle de son ego. Voilà. N'importe qui d'autre aurait dit « mais bien sûr que je sais faire, mais voyons Emmanuel ». Mais il faudrait que je m'imprègne. C'est vrai, je pense qu'il faudrait un peu de temps pour le faire. Je pense qu'il faudrait que je m'imprègne beaucoup des photos pour que ça passe vers quelque chose de plus. Vers l'inconscient, peut-être plus. Et puis pour que je le ressorte d'une façon un peu spontanée et naturelle par la suite. Mais intellectualiser une musique sur une exposition photo d'emblée, comme ça, où j'aurais un délai de 3 semaines à le faire, je ne pense pas que je pourrais le faire. Non. Il n'y a pas d'aventure sans rencontre, en fait. La vie naît de la rencontre, et des fois, on a envie de rentrer dans des aventures alors qu'on ne pensait pas y rentrer uniquement parce que la rencontre, elle donne envie de faire du chemin ensemble. Comme votre rencontre avec Robert Doisneau, par exemple, qui a été assez déterminante quand même. Lui, et puis sa fille aussi, qui m'ont beaucoup aidé, Francine, qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais jeune photographe à l'époque. Ah, il vous a aidé à monter un livre, notamment. Un livre, voilà. sur les indigents. Ouais. Tout à l'heure, j'ai posé une question à Denise Prigent. Je sais qu'elle n'est pas forcément facile, cette question, mais vous, quelle est la part de sacré, quelle est la part de spirituel, quelle est la part de religieux, à la fois dans votre travail et dans votre vie, Antoine Agoudjian? En fait, moi, j'ai un rapport très compliqué avec la religion. Je préfère parler de mystique, en fait. Ouais. L'être humain a besoin de mystique. Et à chaque fois que, paradoxalement, il est en difficulté, à ce moment-là, il se rend compte qu'il est mystique. Si vous regardez le comportement des gens pendant un enterrement, ils sont tous très respectueux, ils vont se lever pour laisser la place. Il y a une espèce d'humilité dans des moments comme ça qui démontre que l'être humain a besoin de mystique, a besoin de partage, a besoin de penser à l'autre. Et en fait, pour moi, la religion, la tradition, parce que c'est plus un héritage, me permet de partager des choses avec les gens de mon peuple, mais pas seulement. J'ai peut-être plus de difficultés avec la transcendance, mais en fait, je vois les églises arméniennes plutôt comme un corps. Quand je vais en Anatolie, étant donné que les Arméniens ont été exterminés, le premier truc que je fais quand je vais dans un village, c'est que je cherche une église. Et quand je la rencontre, c'est comme si je rencontrais quelqu'un de mon peuple, quoi. Donc, je me sens bien aussi pendant les messes arméniennes. Ça remonte à loin, c'est des chants, une langue. C'est de l'ancien arménien comme du latin. Tout ça, ça fait partie de moi. Je ne me pose pas la question. Après, bon, philosophiquement, il y a des histoires auxquelles j'ai du mal à adhérer parce que, bon, voilà, j'ai du mal à y croire, un peu comme saint Thomas, on va dire. Mais je me sens très mystique, quoi. Je me sens très mystique, je fais mon signe de croix. Quand je vais dans une église, toujours, je mets le cierge. Je suis très bien quand il y a des messes. Tout ça, j'ai un grand respect pour tout ça, mais philosophiquement, j'ai du mal à certaines versions. Et le fait que l'Arménie soit le premier État chrétien de l'histoire, j'ai appris ça il y a peu de temps, forcément c'est ancré, quoi. C'est complètement, ça coule dans vos veines quelque part, même si vous avez du mal, comme vous dites. Oui, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de ma culture, quoi, indéniablement, ça fait partie de ma culture. Et puis, franchement, quelqu'un qui a dit « mais vous les uns les autres », c'est pas si mal que ça, quoi. C'est pas si mal que ça. Ça vous fait comment, réagir comment, vous les uns les autres, de Desprigent? C'est pas si mal que ça aussi? Moi, je pense que c'est une des plus belles phrases de l'humanité. Hein. Ouais. Parce que ça dépasse l'idée du clan, en fait, vous les uns les autres. C'est un message universel, et je pense que
une œuvre, elle a besoin d'être universelle pour justement se répandre. En parlant d'universalité, il y a autre chose qui est universelle, et ça a été une grosse partie de votre travail, c'est l'indigence. Vous avez utilisé ce mot-là en disant « Robert Doisneau m'a aidé quand j'ai fait un premier livre sur l'indigence, sur la misère humaine ». Ça vous a amené à faire quelque chose d'un peu particulier. Pendant plusieurs années, vous avez été le photographe officiel des Restos du Cœur, et notamment de la soirée des Restos du Cœur, où vous promeniez dans les coulisses, qu'on rêve tous de faire. Moi, je suis une inconditionnelle des enfoirés des Restos du Cœur. Vous promenez dans les coulisses, et pendant des années, vous avez pu offrir aux chanteurs, notamment, qui viennent bénévolement, un petit livre de photos de vous, petit livre souvenir pour eux, donc en édition hyper limitée, ça doit être collector. Ça aussi, c'est une sacrée expérience. Initialement, ce n'était pas le but. C'était une belle récréation pour moi. J'ai vraiment vécu ça comme un grand bonheur. En plus, j'avais, comme vous le dites, une grande liberté. C'est Véronique Colucci qui, on va dire, pilotait la chose ou la coordonnait. Et en fait, on me laissait faire exactement ce que je voulais. Je me baladais. Ils me connaissaient bien au bout d'un moment. C'était vraiment une belle récréation pour moi. Et puis j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il faut parvenir quand même à photographier tous les artistes, ce qui n'était pas évident. Et à la fin, il y en avait 50, 60. Parce que c'était quand même la condition que tout le monde soit récompensé par ce petit livre. Non, c'était une belle récréation. 1997-2006, hein, vous avez fait ça quand même 9 ans. 2010 ou 2009, je sais pas, alors votre site internet est faux alors. Non mais c'est comme quoi... 2010 parce que 2011 j'avais mon expo en Turquie, j'ai pas pu le faire. On a arrêté à ce moment-là. C'est 2010. C'est ça. Il y a un chanteur arménien qu'on connaît tous qui s'appelle Charles Aznavour. Je voudrais juste lire un petit extrait d'une dédicace qu'il vous a faite en mars 99. On a parlé de grands chanteurs de Brel tout à l'heure, maintenant c'est Aznavour. Il dit en parlant de vous que vous avez vu les mêmes gens, les mêmes lieux, les mêmes choses que lui en Arménie, mais que vous l'avez fait avec le talent d'un observateur attentif, en artiste mettant sa sensibilité au service de son art, avec amour en premier lieu, avec amour, en prenant son temps, c'est le premier mot que vous avez dit en arrivant sur ce plateau, afin que rien ne puisse lui échapper. Grâce à lui, j'ai revisité, revu et mesuré tout ce que mon regard n'avait fait que frôler, survoler, visiter en noir et blanc ce vieux pays haut en couleur. Ça, c'est très joli. C'est pas rien, venant de l'Arménien officiel de la France. Oui, c'est un grand monsieur, un grand maître. Je suis très touché qu'il ait accepté de faire une préface. Le rapport au temps, il est fondamental. C'est que quand on crée, il faut que le temps s'arrête. Vous avez vu, Donès, tout à l'heure, vous nous avez dit combien de temps vous avez mis pour certaines chansons 10 ans. Oui. Parce que le temps, c'est la liberté, en fait. Une chanson. Vous arrivez à rester 10 ans avec une photo ou un album. Il faut être libre pour créer. Et le rapport au temps est nécessaire si on est sous la contrainte. Moi, il m'est arrivé des fois d'être pour mon travail, mon aventure dans un lieu et être contacté par la presse qui, à ce moment-là, me demandait de faire un truc. Alors, j'étais content de le faire parce que j'allais être payé, j'allais avoir une parution. Mais je me comportais plus du tout pareil parce que j'étais plus libre. C'est très important, la liberté pour créer. Ou au moins le sentiment de liberté. Est-ce que vous êtes un homme libre, Donès Prigent? C'est une question très large. Oui, j'essaie de l'être à travers ma musique, en tout cas. J'essaie pas de la museler. Et c'est vrai que j'essaie de prendre mon temps aussi, c'est vrai. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on nous dit, attention, il faut créer de l'actualité, autrement on va vite t'oublier. Il faut faire un disque tous les ans ou tous les 2 ans. Autrement, voilà, le public t'oublie. Et en fait, moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas fait de disque. Et en 12 ans, finalement, que je me suis aperçu que les salles étaient de plus en plus remplies. Oui, attendez, vous n'avez pas fait de disque, vous avez des festivals, ça tourne, il y a des scènes, il y a quand même... Oui, mais je fais une dizaine de concerts par an. C'est pas énorme non plus. Ouais. Mais les gens sont là. Les gens sont là. Et finalement... être partout, tout le temps, finalement, on finit par n'être plus nulle part, finalement. Et donc, je me suis décidé, c'est vrai, j'ai décidé de prendre mon temps aussi. Bon, après, il faut bien vivre et manger, mais c'est tout un équilibre à trouver. Alors, je voudrais qu'on écoute un dernier extrait, on va faire un petit exercice. Antoine, il est pour vous celui-là. On va écouter un dernier extrait, on ne va pas dire le titre français, c'est vous qui allez le dire en breton. On va l'écouter. Je voudrais que vous écoutiez très attentivement Antoine Agoudjian, ça c'est un truc de journaliste aussi, pardon, et que vous nous disiez les images que ça a évoquées en vous, cette musique, donc typiquement bretonne. Donc je ne donne pas le titre français, parce que là pour le coup ça l'influencerait. Je vous laisse nous annoncer. Eostic Kerchagrin. Voilà, on va écouter Eostic Kerchagrin, voir ce que ça vous évoque, Antoine Agoudjian. Couru
Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors pendant qu'Antoine réfléchit encore un peu, vous avez utilisé quoi comme instrument? On a reconnu des cordes. Il y a du daf, donc une percussion iranienne. Ça marche bien la percu. Hein. Oui. Ouais. Une guitare 12 cordes aussi. Du saxophone en bois. Un instrument assez rare. Ah oui, je ne savais pas que ça existait. Ok. Et puis des cordes, violon et contrebasse, essentiellement. Ouais. D'accord. Alors, on ne dit toujours pas de quoi parle la chanson. Antoine. Je vois un couple, une union, plutôt un mariage, quoi. Des gens, un couple qui marche, puis des gens qui dansent autour. Je vois ça. Alors vous êtes très attaché à la danse arménienne, on ne l'a peut-être pas assez dit, et vous très attaché à la danse bretonne, donc c'est peut-être aussi pour ça que le lien se fait. Réaction de Nesprigeon? On n'est pas très loin, parce que la forme musicale, c'est ce qu'on appelle une danse kof à kof, une danse ventre contre ventre. C'est une danse, c'est un peu l'équivalent de la valse. Ouais. Donc quelque part, c'est vrai, c'est une danse qu'on interprète souvent dans le cadre de fêtes et de mariages, donc où la communauté est très forte. Ouais. Donc, quelque part, c'est vrai. Il a tout bon. Oui, il a juste tout bon. Et ça s'appelle le rossignol, en fait. Le rossignol de Kerchagrin. De Kerchagrin. Voilà. Je fais quelque chose de pas très facile en fin d'émission, et pardon de ne pas vous avoir prévenu. Souvent, je demande aux invités de se poser une question l'un à l'autre. J'ai face à moi deux créateurs, l'un en photographie, plutôt noir et blanc, mais aussi couleur, on l'a bien compris, très imprégné de son territoire, de son terroir de l'Arménie. L'autre, un chanteur, auteur, compositeur, interprète, langue bretonne et plus avec beaucoup d'affinité. Tous les deux des hommes en création, attachés à un terroir. Quelles questions vous poseriez l'un à l'autre, de manière totalement spontanée et non préparée, donc? Qui démarre? À vous décider. Ah bah c'est vous. Allez hop, vous avez pris la parole, Antoine Agoudjian, c'est pour vous. En arménien, il y a un mot qui ne se traduit pas en français. Ou qui ne se traduit pas de la même façon, c'est le mot arazad, qui veut dire chair, mais ça prend une dimension beaucoup plus émotionnelle chez les Arméniens. Chair, mais comme la chair ou... Non, chair, quelqu'un de chair. Quelqu'un qui est précieux. Chose d'arazad, on a généralement directement les larmes qui tombent derrière quand on dit ce mot-là en arménien. Je voulais savoir si en breton, il y avait un mot qui ne pouvait pas se traduire en français. Quelle jolie question. En breton, il y a plusieurs mots pour dire pleurer. Il y a wela, bléjal. Voilà, parce qu'on ne pleure pas de la même manière si on dit awela ou bléjal? C'est pas le même pleur? Il y a certainement une nuance qui m'échappe, mais il y en a certainement une. Wela, ça sera plutôt un chagrin d'une personne. Bléjal, ça pourrait l'être aussi, mais ça sera plutôt un pleur, ça pourrait être le vent qui pleure, ou une plainte, quelqu'un qui plus de l'ordre de la plainte, un gémissement. Voilà, c'est les deux. Mais non, mais c'est une très jolie réponse. Très imagé, hein, c'est très poétique. Ouais. Alors, question de Nesprigeon à Antoine Agoudjian. Je me posais la question, est-ce que ça l'intéresserait de venir faire des photos, parce qu'elles sont magnifiques, en Bretagne? Je pense que ça pourrait avoir un écho un petit peu par rapport à l'Arménie aussi, parce que c'est vrai que c'est une terre avec une atmosphère très atmosphérique. Je pense que son art aurait une belle résonance en Bretagne aussi, s'il a envisagé de le faire. Il faudrait beaucoup de temps. Non, mais le temps, vous avez dit que c'était votre allié précieux et que c'était de là que naissaient les plus beaux projets. C'est une façon de dire oui, mais sur du long terme. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a une collaboration qui est en train de naître, là, tout doucement, entre deux hommes un peu timides, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. On vous donnera les coordonnées des uns des autres. C'est vrai que c'est une terre, on dit souvent tellurique, la terre bretonne, et je trouve que la terre arménienne, on ressort bien ça dans vos photos aussi, le côté tellurique. Alors, je voudrais absolument qu'on rappelle vos actualités. Donc, évidemment, on a bien compris, de Nesprigeon, il y a un album qui sort, un Enchanted Garden, un jardin enchanté, en téléchargement pour l'instant. Des dates? Oui, les dates, je serai en été, au mois de juillet, au Festival Interceltique. De Lorient? Non, au mois d'août, au Festival Interceltique de Lorient. J'ai oublié de dire que l'album est sorti, puisque c'était le 7 avril, pardon. Oui, donc Festival Interceltique de Lorient, au Festival de Paimpol, en juillet aussi, au Jeudi du Port à Brest.
Et les francopholies, normalement aussi. Ça, c'est au mois de juillet, ça, les francopholies. Et les francopholies. Voilà, un sacré programme cet été, qui ne va pas se reposer. L'actualité, donc on a dit si vous êtes en Turquie, entre le 22 avril et la fin mai, il y a donc cette exposition, Le Cri du silence, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Turquie, puisque à Lyon, vous êtes exposé à Lyon et à Montélimar. La galerie Le Bleu du Ciel à Lyon, près de la Croix-Rousse, et à Montélimar, à l'espace Chabriand. C'est deux beaux lieux, c'est deux beaux groupes d'organisateurs. On a vraiment bien travaillé pour faire une belle exposition, l'expo en Turquie, puis le livre qui vient à peine de sortir. Et qu'on voit avec cette sublime couverture, juste, on a encore une grosse... Avec une préface de Simon Abkarian, comédien et dramaturge. Ah oui. Qui est un des plus grands pour moi. C'est vraiment un grand acteur, il écrit très bien aussi, c'est... Belle rencontre. Et ça, c'est vraiment un très, très beau cadeau à faire, et pour la mémoire, et pour la beauté aussi, tout simplement, de la photographie. Juste comme on a encore une petite minute, on parle heureusement de plus en plus, mais on en a tellement peu parlé, des chrétiens d'Orient et de ce qu'ils subissent actuellement. J'imagine que c'est un sujet qui vous touche aussi plus particulièrement. Complètement, en fait. Moi, mes grands-parents, toute mon enfance, elle a baigné dans ces histoires-là. Et les découpages de tête, les dépeçages, les femmes éventrées, j'ai entendu ça tout petit. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ce qui se passe en Syrie, je mets des images sur ce qu'on m'a raconté. C'est vraiment la première fois. J'ai 54 ans et je me rends compte de ce qu'ont vécu réellement les Arméniens sur 3 années. Cette haine féroce, parce qu'on se dit toujours, mais quel contexte peut faire que les hommes deviennent, on ne peut pas dire des animaux, les animaux ne font pas ça, mais deviennent des barbares, quoi, des monstres. Et en fait, on se rend compte qu'une idéologie, une volonté, comment dire, orchestrée fait que les hommes deviennent plus des hommes, plus des humains. Et oui, ça a un écho. Et puis moi, j'en vois, parce que je vais beaucoup dans ces frontières-là, et je vois beaucoup de chrétiens, de Yézdis qui viennent en Turquie pour pouvoir survivre. Et c'est vraiment une tragédie sans nom, quoi. Sans nom, sans nom. Ben merci en tout cas Antoine Agoudjian et Denès Prigent d'aporter un peu de beauté à ce monde. Merci infiniment et merci. Très bon parcours à vous. Merci. Merci à vous. Merci.